téléspectateurs d'Alternance TV. Nous recevons comme invité ce soir le professeur Abdraman Sylla. Abdraman Sylla est universitaire, homme politique. Alors, M. Sylla, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Dr Abdraman Sylla. Je suis professeur à la faculté d'histoire et de géographie, en charge de l'histoire des relations internationales et de l'histoire contemporaine. Donc voilà, je suis ancien ministre de la République, je suis ancien député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, je suis connu sur ces aspects-là, homme politique. Ok, merci bien Sylla. Alors, la toute première question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel historique du choix du 22 septembre comme date de l'indépendance du Mali? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très intéressante qu'on ne peut pas répondre simplement par dire qu'on est indépendant le 22 septembre. Il y a un processus qui a conduit à l'indépendance du Mali. Il serait aussi très long de vouloir en parler dans le détail si l'on doit considérer toutes les luttes pour les indépendances, toutes les luttes qui ont précédé l'indépendance. Mais ce qu'on peut retenir fondamentalement, c'est que le Mali a acquis son indépendance, je veux dire la Fédération du Mali, est née avant l'indépendance de la République du Mali. En 1959, les partis du regroupement africain ont tenu à Dakar un congrès qui a adopté la charte constitutionnelle de la Fédération du Mali. Donc la constitution du Mali a été adoptée par 4 États, que sont le Sénégal, le Soudan français, actuellement le Mali, la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso, et le Bénin, qui s'appelait à l'époque le Dahomey. Donc ces 4 États ont adopté la Fédération du Mali à Dakar, à sa création. Alors, après 1959 à Dakar, chaque représentant devrait ratifier au niveau de son assemblée cette charte constitutionnelle-là. Il s'est trouvé que le Dahomey et la Haute-Volta n'ont pas pu approuver la charte constitutionnelle, donc se sont retirés de la Constitution. Les raisons, nous en connaissons un peu, c'est sous la base des pressions, d'une part exercées par la France et d'autre part exercées par la Côte d'Ivoire, avec comme leader à l'époque Félix Houphouët-Boigny. Les 2 autres membres qui sont restés, le Sénégal et le Soudan, ont donc adopté au niveau de leur assemblée la charte constitutionnelle et immédiatement ont engagé des pourparlers avec la France en vue de l'indépendance de la Fédération du Mali. Les négociations ont abouti au transfert des compétences le 4 avril 1960. Donc le 4 avril 1960 peut être considéré comme la création de la Fédération du Mali. La proclamation de l'indépendance de la Fédération du Mali est intervenue le 20 juin 1960, avril-mai, juin. Et la Fédération n'aura vécu que 2 mois seulement. La Fédération a éclaté le 20 août de la même année. Il se trouve que les raisons sont diverses, mais les raisons sont quelquefois fâcheuses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la France était dans la manœuvre pour faire éclater la Fédération du Mali parce qu'elle ne voyait pas cette fédération d'un bon oeil. Surtout le leadership du président Modibo Keïta. Donc, lorsque le Soudan s'est séparé du Sénégal, est revenu à Bamako, on connaît le contexte dans lequel ils sont arrivés à Bamako. Alors, un congrès extraordinaire de l'USRDA, qui était donc au pouvoir à l'époque, a été convoqué et c'est au cours de ce congrès extraordinaire que la proclamation de la République du Mali a été faite. Maintenant, le Mali est devenu indépendant, donc ce ne serait plus le Soudan, ce serait désormais la République du Mali. Donc c'était le 22 septembre 1960. Certains disent que ce choix du 22 n'est pas un choix fortuit. Il a peut-être référence à la bataille de Saboussiré, qui a lieu un 22 septembre. En tous les cas possibles, peut-être que les coïncidences historiques, ceux qui ont décidé de cette date ont peut-être leur raison. Okay. Mais en tout cas, il y a cette coïncidence que cette bataille de Saboussiré aussi a lieu le 22 septembre. Et c'est donc à la mémoire de cette bataille-là que la proclamation de la République du Mali est intervenue le 22 septembre 1960. Donc notre République est née dans la douleur de l'échec de la Fédération du Mali. Parce qu'on aurait tout fait pour sauvegarder cette fédération qui pouvait vraiment avoir des échos, et beaucoup d'échos
dans le reste de l'Afrique. Malheureusement, l'impérialisme a eu raison de cette volonté des dirigeants soudanais de l'époque, devenus donc des dirigeants maliens. 63 ans après l'accession à la souveraineté, que peut-on retenir comme grosses œuvres? Quelles sont les grandes réalisations qui ont été faites? 63 ans, l'histoire de 63 ans, ce serait beaucoup de choses à dire. Pendant les 63 ans, le Mali a connu 4 républiques. Okay. On vient donc d'adopter la constitution de la 4e République. La première République, de 1960 à 1968, a été, pourrait-on dire, sous un régime socialiste. Et pendant les 8 années de la gestion de l'État par le président Modibo Keïta, on peut rappeler beaucoup d'épisodes. D'abord, si je dois parler de 60 à 68, je dois forcément faire appel au contexte historique de l'époque. Le contexte historique de l'époque, le monde était divisé en blocs, en 2 blocs. Le bloc impérialiste qui est resté donc le bloc de l'Ouest et le bloc socialiste avec l'URSS qui était né. Et en termes d'orientation politique, si l'impérialisme est l'exploitation pure et dure, les pays socialistes ont voulu mener une politique de solidarité à travers le monde, une politique d'entraide pour le développement. Donc c'était 2 concepts très différents. Donc en accédant à l'indépendance, avec l'échec de la Fédération du Mali et les raisons qui ont conduit à l'échec de la Fédération du Mali, il devenait très très difficile pour le Mali de dire qu'on va continuer à suivre ceux qui nous ont exploités, ceux qui nous ont bafoués, ceux qui ont terni notre histoire. Pour un homme comme Modibo Keïta, dont le parcours ne pouvait nullement se prêter à cela, sa formation, son engagement politique, sa lutte contre la colonisation, contre l'impérialisme sous toutes les formes, contre toute forme de domination, ne pouvait plus l'amener à continuer sur la même voie que voulait la France. C'est pourquoi il y a eu cette rupture avec la France et Modibo a choisi le régime socialiste en se tournant vers les pays de l'Est. En se tournant vers les pays de l'Est, et je pense qu'à juste raison. À juste raison parce que ces pays de l'Est, notamment l'ex-URSS, a beaucoup contribué au premier pas du démarrage de la jeune République du Mali. En l'aidant évidemment à former son armée nationale, en l'aidant à former un maximum de cadres pour le développement de son pays, en l'aidant évidemment à bâtir certaines compagnies, comme on peut le dire, Air Mali à l'époque, dont on parle aujourd'hui, en l'aidant à mettre en place des structures de recherche et d'exploitation minière, comme la Sonarem, qui a abouti d'ailleurs quelques années seulement après sa création à la découverte de la mine d'or de Kalana et puis à l'exploitation de cette mine-là. Et l'Union soviétique a aussi aidé, vous le savez très bien, à la réalisation d'un ensemble d'infrastructures, comme le stade Omnisport, qui est devenu aujourd'hui le stade de Modibo Keïta, comme certains bâtiments de l'école de médecine, le bâtiment de l'ENA, le bâtiment de l'IPER de Katibougou, le centre de formation professionnelle de Katibougou, etc., etc. On peut citer indéfiniment la cimenterie de Djamou, la transformation de la tomate à Baguineda. Et je pense que l'Union soviétique a beaucoup aidé, en tout cas pour les premiers pas au démarrage de la République du Mali. Mais il n'y a pas que l'URSS, il y a eu aussi d'autres pays comme la Chine, il y a eu aussi d'autres pays comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la République démocratique allemande, ainsi de suite. Donc, en tout cas, nous avons eu d'excellentes relations avec les pays de l'Est qui nous ont beaucoup aidés. Ce faisant, entre 60 et 68, il y a eu quelques efforts majeurs en termes de réformes. L'une des réformes qui reste dans la mémoire collective au Mali, c'est la réforme de l'éducation de 1962. Cette réforme se voulait d'abord comme un système d'enseignement de masse, mais au-delà, se voulait un système de décolonisation de la mentalité. Parce que jusque-là, nous avons été colonisés, notre colonisation était
une forme de colonisation qui nous a assimilés, qui a lavé nos cerveaux. Donc il fallait revenir aux fondamentaux, aux valeurs socio-culturelles de notre pays. Donc la réforme de 1962 de l'éducation voulait former un Malien type, un Malien capable de réagir lui-même par lui-même conformément aux valeurs sociétales de notre communauté, du Mali. Donc la réforme de 1962 en termes d'éducation était une réforme de taille. Il faut aussi souligner le départ du Mali de la zone CFA. Le Mali a quitté la zone CFA. Le Mali a donc voulu créer sa propre monnaie. Donc le franc malien est né et je pense qu'avec le concours des pays socialistes, mais particulièrement de la Yougoslavie qui a aidé à éditer le franc malien. Donc avec les hauts et les bas. Les hauts et les bas de cette monnaie-là. Vous savez, une souveraineté sans souveraineté monétaire, il reste à faire. Donc à ce niveau-là, les dirigeants de cette période-là avaient la ferme conviction que notre souveraineté n'en serait pas une si on n'avait pas acquis cette souveraineté monétaire. Donc on a créé le franc malien. Et ce qui s'est passé par la suite, on l'a sait, parce que notre économie a été sabotée avec la mise en parallèle d'autres billets de banque fabriqués on ne sait d'où, en tout cas pour saboter l'économie du Mali. Alors, vous vous souviendrez sans doute que de 60 à 68, en termes de réalisation au plan national, il y a eu à peu près 78 sociétés et entreprises d'État qui ont été créées. Parce que la volonté des dirigeants de l'époque, c'était d'avoir compris que on ne peut pas développer un pays sans une base industrielle. Donc la base industrielle devait amener les dirigeants à les usines, à la création d'usines dans notre pays. Il y a eu l'intervention des Russes de ce côté-là, comme l'intervention des Chinois. On sait encore ce qu'a été la Comatex. On sait ce que représentent pour nous les sucreries de Dougabougou et de Soukala aujourd'hui, notre économie nationale. Donc la Chine aussi a participé à la réalisation de certaines de ces unités industrielles pour notre pays. Et malheureusement, donc, un coup d'État est intervenu en 1968. Le régime de Modibo Keïta a été renversé. La constitution de la Première République a été suspendue. Donc les militaires se sont installés au pouvoir. De 1968... Oui, mais est-ce qu'on peut peut-être savoir quelles sont les raisons, en tout cas, qui ont poussé les militaires à briser ce élan-là? Parce que vous avez dit, en tout cas, beaucoup de réalisations ont été faites sous Modibo, mais malgré tout ça, cela n'a pas empêché un coup d'État. Qu'est-ce qui a réellement poussé les militaires, les jeunes militaires de l'époque à renverser le régime Modibo Keïta? Les raisons apparentes seraient liées au fait qu'il y avait beaucoup de remue-ménage. Je pense qu'au niveau du parti lui-même qui était au pouvoir, l'USRDA, au niveau de l'USRDA, il y avait beaucoup de problèmes qui ont conduit à la dissolution du parti et à la création des comités de défense de la révolution, les CDR. Je pense que ces CDR ont agi souvent avec beaucoup de violence à l'encontre des populations, ce qui a contribué à augmenter la colère populaire. Mais au-delà, il y avait un sabotage orchestré du système socialiste. J'ai dit tantôt, la création de la monnaie, le franc malien, qui a été déprécié de la moitié, évidemment n'était pas du goût de certains commerçants aussi, qui vont entreprendre des actions de sabotage de l'économie malienne. Donc, on se souvient à cela, quelque chose qui est assez polémique, de l'arrestation de certains commerçants avec certains leaders politiques qui ont été même déportés, à la suite desquelles déportations, ils seraient morts en prison. Donc il y avait ces raisons apparentes qui expliquent quelque part les raisons du coup d'État. Mais la raison la plus explosive qui était aussi apparue, c'est dans l'interprétation même du socialisme. Certains sont allés dans des villages pour dire que le socialisme veut dire cette forme de collectivisation qui devait amener tous les villages à cultiver dans le même champ, à préparer et à manger ensemble dans la même marmite. Et que même les femmes devaient appartenir à tous les hommes. Et vous voyez ces aberrations-là dans les interprétations, ça a pu révolter plus d'une personne. Donc ces colères mises ensemble les unes dans les autres ont peut-être amené les jeunes militaires à agir. Et comme je l'ai dit, de mon point de vue, ce n'est qu'une raison apparente. Les raisons de fond sont derrière. Les raisons de fond, c'est que l'impérialisme n'a jamais toléré que Modibo puisse s'installer au pouvoir et que Modibo était en train d'encourager des succès d'ordre économique, d'émergence de notre pays. Et laisser Modibo continuer dans cette voie était demander évidemment aux autres pays
de vouloir ressembler au Mali. Je dis comparaison n'est sûrement pas raison, mais prenons le Mali de 1960 à 1968, comparons le Mali de cette période-là à tous les pays voisins. En termes de développement économique, est-ce qu'il y en a qui étaient en avance sur nous? C'est discutable. Donc, si on convient que derrière, moi de mon point de vue, derrière le coup d'État, il y avait cette volonté impérialiste de mettre fin à un régime. On ne le dira pas suffisamment d'ailleurs. Moussa Traoré était revenu de la France 10 jours seulement pour faire le coup d'État après. Ah oui, le lieutenant Moussa est arrivé de la France 10 jours après pour faire le coup d'État. Dans le premier conseil des ministres qui s'est réuni, la première décision, c'était de casser le monopole sur la recherche minière. Parce qu'un monopole a été accordé en 1963 à la SONAREM. En créant la SONAREM, on a conféré un monopole dans le domaine de la recherche minière et de l'exploitation minière. Pourquoi d'ailleurs on a mis la SONAREM sur pied? Alors, mais le premier geste, c'était de casser ce monopole-là. Et donc, quand on a cassé ce monopole-là, on a permis effectivement à ce que tous puissent venir. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné d'entendre au Mali que l'or ne brille pas pour le Mali. Et pourtant, l'or exploité au Mali, mais ce or ne brille pas pour le Mali. On ne se pose pas la question suffisamment pour comprendre ce qu'il en a été. Donc, de ce point de vue-là, comme je l'ai dit, il peut y avoir des raisons apparentes, mais moi, ma propre lecture personnelle, c'est que l'impérialisme a agi et l'impérialisme a eu raison du départ de Modibo Keïta. Même si ceux qui ont perpétré le coup d'État n'ont peut-être pas procédé à une analyse plus globale, parce qu'avec le recul, on a vu vraiment le général Moussa, véritable patriote, qui a beaucoup aimé son pays, qui n'aurait pas peut-être fait ce qu'il a fait. Si le temps pouvait permettre de réparer certaines erreurs, je suis convaincu qu'il aurait été plus proche de Modibo dans la vision que ce qu'il a été après. Alors, la deuxième république est intervenue 6 ans après, 68. Donc, il y a eu le coup d'État en 1968. Il fallait attendre 1974 pour adopter la deuxième constitution de la République du Mali. Donc, il y a eu 6 ans de régime d'exception, 6 ans de gestion de l'État sur la base des ordonnances avec un régime militaire en place. En 1974, on a donc adopté la nouvelle constitution de la Deuxième République. Mais la grande particularité de cette constitution, c'est qu'elle a institué un parti unique constitutionnel qui s'appelait UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. Donc ce parti constitutionnel lui-même ne verra jour qu'en 1979. Donc lorsque vous considérez notre pays de 1968 à 1979, 11 ans, c'était sans vie politique à l'intérieur du pays. Donc c'était une gestion vraiment militaire des affaires et ça en est resté comme tel. Que pouvons-nous retenir? Que pouvons-nous retenir? Donc lorsque les militaires sont arrivés aux affaires et qu'ils ont commencé la politique de privatisation, on a commencé à privatiser, on a commencé à liquider ce qui avait été acquis au nom de l'État et progressivement l'État s'est désengagé de certains des secteurs vitaux de l'économie. Donc, et on a laissé la place et on a fait croire que le secteur privé pouvait subjuguer ou prendre la place de l'État dans beaucoup de ces domaines-là. Tout ceci s'est retourné simplement en pure spéculation parce que en parlant du secteur privé, on ne s'est jamais posé la question qui sont ces opérateurs économiques-là réellement? Qui sont ces opérateurs économiques? Étaient-ils capables de prendre le relais de l'État en termes de l'économie? C'est encore une question de fond aujourd'hui qu'on peut poser. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait l'admettre, un secteur privé, même s'il est admis, qui peut être le moteur de l'économie nationale, qui peut être le moteur du développement, il reste à savoir qui sont ces acteurs-là. Quelles sont les visions portées par ces acteurs-là pour propulser notre économie. Donc il y a eu une politique de liquidation des acquis, en tout cas de la Première République, et il y a eu évidemment l'adoption du programme d'ajustement structurel. Vous savez, et c'est là où le tout se traduit en termes, en tout cas, de pression impérialiste sur nos États, en termes de pression sur nos économies, de contrôle de notre économie. Donc les programmes d'ajustement structurel qui ont été convenus alors par l'ensemble des pays de l'époque, dont le Mali, de Moussa Traoré, qui l'a adopté, a eu des conséquences un peu fâcheuses sur notre économie de façon plus globale. Je me souviens d'un débat de cette époque-là, quand on a dit, ça c'était la Banque mondiale et le Fonds monétaire qui ont soutenu, à travers leur programme de la FAO, qui ont soutenu que l'agriculture n'était pas un besoin de développement, n'était pas une priorité de développement en Afrique. C'est absurde pour un pays qui se veut agro-silvo-pastoral. Si l'agriculture n'est pas développée, comment pouvons-nous développer notre propre économie?
Et pourtant, la FAO l'a soutenu derrière la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Mais c'est parce que ça, c'est des programmes du Fonds monétaire, des programmes d'ajustement structurel. La deuxième conséquence fâcheuse, et qui est très grave, qui continue à avoir ses séquelles aujourd'hui, c'est d'avoir dit que l'éducation était budgétivore et qu'il fallait déflater la fonction publique des meilleurs de ces cadres-là. Donc les meilleurs enseignants sont tous partis à la suite de ce programme d'ajustement structurel, à la retraite anticipée, qui a fait qu'en fait on s'est retrouvés, nous, avec des écoles sans enseignants, une pléthore dans les classes, donc un rabaissement du niveau de l'éducation. Et tout retard d'ailleurs qu'on n'est pas capable encore de remonter aujourd'hui. Ça continue à faire son truc. Donc quand on met l'un dans l'autre, voilà ce qui caractérise fondamentalement cette deuxième république-là. Okay. Dans les années 80, effectivement, il y a eu des récessions économiques à travers le monde qui avaient aussi son influence sur le Mali. Donc ce mécontentement général et qui était nourri un peu de partout. Alors ce mécontentement général va se traduire vers les années 90 en sorte de révolution. En sorte de révolution, ceux qui ont lutté contre le régime et qui ont eu raison de ce régime-là, en 1991, en renversant le général Moussa après 23 ans de pouvoir. Et après cette période-là, effectivement, il y a eu une période de transition avec Amadou Toumani Touré sur 14 mois. À la fin des 14 mois, on a adopté la constitution de la Troisième République, mais cette fois-ci en proclamant la démocratie, en proclamant le multipartisme, en disant effectivement qu'il y a un multipartisme intégral, qu'il y a les libertés individuelles doivent s'exprimer, etc., etc., etc. En tout cas, tout ce que peut conférer un régime démocratique dans un pays. Alors, cette constitution a été adoptée en 1992 et proclamée, et depuis, donc, on est rentré dans la Troisième République, sous un régime démocratique. Donc, des élections ont été organisées, et le premier président démocratiquement élu a été donc Alpha Omar Konaré, qui est arrivé aux affaires, qui a géré le Mali sur 10 ans, mais qui ne s'est pas départi non plus du programme d'ajustement structurel, qui a continué à subir ce même programme d'ajustement structurel, que ce programme d'ajustement structurel qui continue encore aujourd'hui à être de rigueur, et c'est à ce niveau qu'il faut regarder. Si le Mali veut s'en sortir, si le Mali veut sortir des griffes, effectivement, de l'impérialisme, de toutes ces pressions-là, il faut qu'on revoie ce niveau-là. Il faut que nous redéfinissions les priorités de notre développement qui ne seraient pas forcément ce que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire veulent pour nous. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Donc l'ère démocratique, il faudrait s'en réjouir, a permis l'éclosion de toutes les libertés individuelles, la liberté de la presse. On a combien de télévisions? Je crois que plus d'une quarantaine de télévisions à l'échelle nationale. On a combien de radios? Plus de 217 radios, on m'a dit, etc., etc. Donc au moins du point de vue de l'éclosion des libertés, ça, il faudrait noter cela positivement. Il faudrait aussi noter ce multipartisme qui, de mon point de vue, est même devenu exagéré, parce que 291 partis politiques dans un pays, on ne comprend pas ce que cela représente. Vraiment, je crois que là, si le multipartisme, le concepteur du multipartisme avait compris que c'était pour aller jusqu'à 291, on l'aurait prescrit, on l'aurait fait en sorte qu'on n'aille pas à ça. Parce que 291 partis politiques, 291 projets politiques pour notre pays, ce n'est pas possible. De mon point de vue, ceci a accentué la désunion, l'incohésion de la population. En dehors des partis politiques, ce sont les associations. Vous avez vu, je ne connais même pas le nombre, mais on parle de beaucoup de milliers d'associations. Des associations souvent qui ont les mêmes objets. Qui est aussi intervenu aujourd'hui, qui divise les Maliens. Donc les associations divisent, les partis politiques divisent. Les repères moraux qu'on aurait pu avoir, qui est au niveau de la religion, et regardez les associations religieuses, elles sont combien? Personne ne connaît leur nom. Et regardez toutes ces interprétations aujourd'hui, c'est beaucoup. Il est vrai que la démocratie a conféré toutes ces libertés-là, mais je voudrais finir là par dire, est-ce que ces libertés ne portent pas atteinte quelque part
à l'unité nationale, à la cohésion nationale, à l'esprit qu'a voulu les pères fondateurs, en tout cas d'un Mali indivisible. Donc je me pose un peu cette question-là. Mais grosso modo, je ne pourrais pas m'accentuer sur des détails, ça risque d'être assez long. Voilà ce que je peux dire en tout cas dans les grands livres. Quand on peut comparer les différents régimes, les uns après les autres, on sait qu'aujourd'hui quand même il y a eu un progrès dans tous les domaines. Il y a eu beaucoup de réalisations dans tous les secteurs. On peut se féliciter que nous ne sommes pas en 1960 où Bamako était un gros village. Aujourd'hui, Bamako est une véritable capitale qui exige encore beaucoup d'autres choses, en tout cas pour être une très belle capitale propre et à la hauteur des autres capitales sous-régionales. Voilà ce que je voudrais dire un peu sur ce chapitre-là. En 63 ans d'indépendance, le Mali a connu 4 coups d'État. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut réellement expliquer ces coups d'État à répétition? Est-ce que c'est dû à la malgouvernance ou alors c'est dû tout simplement à la politisation de l'armée? Quelle est votre opinion là-dessus? Un coup d'État n'est jamais une bonne chose. Les coups d'État sont tous intervenus dans des contextes tout particuliers. Pour le cas du premier coup d'État, 1968, je vous ai dit les raisons apparentes qui ont conduit au coup d'État, mais est-ce que ces raisons apparentes étaient en elles-mêmes suffisantes pour faire un coup d'État? Pour un coup d'État, c'est une rupture. C'est l'émergence d'une force qui n'a pas d'appui légitime. C'est-à-dire que c'est une force qui émane de la société, qui surgit, qui s'accapare du pouvoir de la société et qui exerce ce pouvoir-là sur la propriété sans en avoir le mandat, sans en avoir l'autorisation du peuple. Parce qu'il faut que le peuple donne le mandat pour l'exercer. Donc les coups d'État, tous, unanimement, sont condamnables de ce point de vue-là. Parce que c'est une rupture de l'ordre constitutionnel normal. Donc pour le second coup d'État qui est intervenu en 1991, lui, il me sera difficile de qualifier de coup d'État. C'était une suite d'une révolution sociale. Et comme ceux qui ont étudié l'histoire savent que dans un pays où les dirigeants ne peuvent plus gouverner comme par le passé et que le peuple ne peut plus vivre comme par le passé, donc là, ça crée une situation révolutionnaire. Cette situation révolutionnaire était arrivée à son paroxysme qui a suscité, qui a incité les populations à sortir dans la rue. Malgré les coups de feu, les gens n'ont pas reculé parce qu'on voulait ce changement-là. On voulait aller vers un changement démocratique. Donc, l'armée est juste intervenue pour mettre fin au bain de sang qu'il y avait à l'époque. Donc, voilà un peu dans quel contexte est intervenu ce soulèvement-là. Mais ce soulèvement de 1991, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire, dans le cadre du Mali, nous avons eu beaucoup de partis politiques clandestins qui ont œuvré contre le régime, qualifié de dictature militaire, 23 ans, et qui n'a pas permis non plus ces expressions plurielles démocratiques, ces confrontations d'idées. Donc les démocrates de tous les horizons se sont soulevés contre. Mais la conférence de la Baule, qui a réuni François Mitterrand avec les différents présidents, et Mitterrand, lorsque Mitterrand a annoncé désormais lier l'aide aux exigences démocratiques dans les pays, au changement démocratique dans les pays, que vraiment tout ce courant-là a eu un nouveau souffle et qui a conduit donc à des soulèvements pour renverser le général Moussa au Mali, mais un peu partout. Vous savez, les révolutions démocratiques qui ont commencé avec, je crois bien, c'était le Bénin, et puis qui s'est propagé progressivement dans tout le reste de l'Afrique. Donc 1991, c'était un soulèvement populaire qui a renversé le régime avec l'aide évidemment des militaires, parce que le général Moussa était militaire, donc il n'était pas possible de l'arrêter sans le concours des militaires.
Alors, une transition s'est installée qui a très rapidement géré la transition et qui a permis l'arrivée de représentants légaux au pouvoir. Donc le président a été élu. L'ensemble des institutions voulues par la Constitution ont été toutes mises en place à cette période-là par la Troisième République. Donc je pense qu'à partir de ce temps, les choses semblaient avoir évolué normalement. Et Alpha Omar Konaré est resté pendant 10 ans au pouvoir. Et il a passé le relais normalement comme cela se doit au président Amadou Toumani Touré, qui est revenu aux affaires après la période transitoire. Amadou Toumani Touré aussi a exercé légalement son pouvoir. Et à 4 mois de la fin de son deuxième mandat, qu'il a été renversé par un coup d'État. Le coup d'État qui a renversé Amadou Toumani plonge ses racines dans les questions sécuritaires de notre pays. Vous vous souvenez sans doute de Aguelhok, où les militaires de l'armée malienne ont été sauvagement assassinés. Ceci a fait un grand témoin, ça fait une grande émotion nationale et personne ne comprenait. Et je pense que, y compris dans l'armée, les jeunes militaires n'ont pas pu digérer cette situation-là. Et donc le président Amadou Toumani a été traité d'insuffisance qui n'a pas pu répondre à cette crise-là. Et donc il a été renversé à 4 mois de la fin de son régime par les militaires. Donc ça c'est consécutif à un soulèvement militaire, consécutif aussi à des questions sécuritaires au nord de notre pays. Alors, la transition d'après Amadou Toumani Touré, vous savez, on a quand même su gérer ça. Amadou Aya était arrivé aux affaires, mais après les négociations avec la CEDEAO, je pense qu'on a permis le rétablissement de la Constitution, on a permis le rétablissement des institutions, ce qui a valu gérer la période transitoire par le président Dioncounda Traoré. Donc Dioncounda Traoré, qui était le président de l'Assemblée nationale, est donc revenu assumer l'intérim du président Amadou Toumani qui a démissionné entre-temps et qui a permis donc que le président de l'Assemblée nationale puisse assurer le relais à ce niveau-là. Donc ce coup d'État, comme je l'ai dit, de Amadou Aya et de ses camarades, fait suite aux questions d'insécurité. Dioncounda est parvenu par la suite à organiser des élections. On sait aussi le contexte dans lequel ces élections ont été organisées et ces élections ont vu arriver au pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Boubacar Keïta qui est venu, qui a fait un premier mandat, mais qui n'a pas pu terminer un deuxième mandat et qui a été aussi renversé par un coup d'État. Un coup d'État qui fait suite aussi à des soulèvements populaires. À des soulèvements populaires, comme je l'ai dit, les situations révolutionnaires doivent être analysées et comprises dans leur temps. Si vous ne le faites pas et que vous n'agissez pas conformément, alors ceci va toujours entraîner un bouleversement. Et sous Ibrahim Boubacar Keïta, je pense que les choses n'ont pas eu le temps de mûrir, que la rue a pris le dessus et l'armée est intervenue pour mettre fin à ce désordre-là qui était là. Et donc il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État qui a vu s'installer encore des jeunes militaires, des jeunes colonels au pouvoir. Et même si, avec le concours de la communauté internationale, il y a eu des aménagements qui ont, dans les principes, qui ont admis que la transition soit gérée par un civil. On a vu que ce civil qui était Badao, un ancien militaire à la retraite, on a vu comment les choses se sont terminées à ce niveau-là. Donc il y a eu encore un deuxième coup d'État qui a enlevé Badao du pouvoir et puis donc qui a amené les 5 colonels visiblement au devant de la scène, qui sont là encore aujourd'hui en train de gérer les affaires publiques. Ce que je voudrais dire, un coup d'État, quelle que soit sa nature, un coup d'État est une sorte de rupture. Un coup d'État est une émergence subite d'une force, même si elle est issue de la société. Elle n'a pas cette légitimité du peuple. Elle n'a pas ce mandat du peuple pour vouloir exercer. C'est pourquoi les coups d'État sont condamnables à tout point de vue. On ne peut pas les encourager dans un pays. Mais les contextes historiques, les contextes peuvent peut-être pas justifier, ça je vous dis très sincèrement, aucun contexte ne saurait justifier un coup d'État,
Mais quand c'est arrivé dans le cadre du Mali, il y a un amalgame d'une situation donnée, les questions sécuritaires qui sont posées à tout point de vue. On avait une présence d'une force étrangère dans notre pays qui a contribué à mélanger les choses pour nous. Peut-être qu'il fallait bien sûr qu'à ce niveau-là intervienne de cette façon l'armée pour prendre le pouvoir et mettre le pays sur la voie de son honneur et de sa dignité. Mais en tout état de cause, un coup d'État reste un coup d'État, on ne peut pas l'encourager. Docteur Sylla, le Mali est sous transition. Et pour certains, il est isolé, parce qu'il a rompu avec pratiquement un certain nombre de pays comme la France. Et pour d'autres, il a tout simplement changé de paradigme. Selon vous, qu'en est-il réellement? Je suis historien de formation, je sais lire et comprendre les enjeux géopolitiques, je sais lire et comprendre les enjeux géostratégiques. Je sais que l'impérialisme se définit par l'exploitation dure et pure et dure. Donc, de mon point de vue, même si en 1960, nos pays ont clamé leur indépendance, nos pays ont dit que nous sommes indépendants, mais en vérité, quelle indépendance? Quelle indépendance? Donc nous continuons à subir ces pressions-là, nous continuons à être contrôlés à tout point de vue. Je vous ai parlé du programme d'ajustement structurel. Et je vais vous dire que même nos budgets sont élaborés avec le concours de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Quelle ambition pour nos pays? Quelle voie de développement possible pour nos pays? Ce n'est pas possible. Donc, de mon point de vue et de ma lecture d'historien, je sais que 60 ans après, nous continuons à subir vraiment ces pressions impérialistes. Cette volonté de ne pas nous laisser mener par nous-mêmes nos politiques en adéquation avec nos besoins de développement. Donc les récents événements qui se déroulent dans mon pays, je dois le dire très sincèrement et très honnêtement, que j'ai été très heureux, en tout cas de cette rupture avec la France. Il faut que la France apprenne à respecter nos États. Moi, je suis historien, et je vous ai dit, surtout nous les Maliens, notre histoire est très profonde. Notre histoire, c'est une histoire brillante. On a une civilisation rayonnante à travers le monde. J'ai rappelé souvent cela. L'Empire de Ghana au IIIe siècle. Et regardez dans le monde entier quel était l'égal de l'Empire de Ghana à cette période-là. L'Empire de Ghana, l'Empire Charlemagne qui a commencé à rassembler l'État au niveau européen, ça c'est avec 500 ans de recul de l'Empire de Ghana. Et qui n'a jamais atteint le niveau de développement de l'Empire de Ghana. Ça, c'était déjà entre le 3e siècle et le 13e siècle. Quand vous prenez l'Empire du Mali en 1235, l'adoption de la charte de Kourgan-Fouga, c'est une des plus vieilles chartes constitutionnelles du monde. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne s'entend pas? Donc ça, c'est des interrogations. Alors, l'Empire Songhai, qui a été le plus vaste empire, qui a rayonné jusqu'aux confins du Nigeria. Alors, quand je fais appel à la mémoire de ces périodes historiques, évidemment, nous sommes des descendants de ces glorieux guerriers, de ces glorieux empereurs, et il est inadmissible, en tout cas, que des gens venus d'ailleurs nous ont colonisés et continuent à nous maintenir sous cette forme de domination. Si c'était assez brutal avec la colonisation, on nous a libérés au prétexte qu'on est indépendant, mais en mettant un grappe sur nous, du point de vue culturel, du point de vue économique, même notre façon de penser est occidentale, notre façon de nous habiller est occidentale. Tout ce que nous faisons, c'est pour ressembler à eux. Écoutez, il est temps que nous, même les Africains, comprenions qu'on ne peut pas continuer éternellement à subir ces pressions-là. Il faut qu'on s'en sorte. C'est pourquoi, quand les autorités de la transition au Mali ont décidé cette rupture qui a été violente, que j'apprécie d'ailleurs, et c'est cette façon seulement qui était la seule façon de se faire entendre et de se faire respecter. Parce qu'on ne comprenait pas l'opération Serval. Pour ceux qui veulent dire la France est venue libérer le Mali, c'est encore méconnaître l'histoire. C'est méconnaître le rôle des Africains
dans la libération de la France qui avait été divisée en deux par l'Allemagne au moment de la guerre. Donc on ne peut pas nous reprocher des choses de ce genre-là. C'est être inculte et ne pas connaître notre histoire. Donc c'est nous les Africains qui sommes allés aux rescousse, qui avons aidé la France à se libérer. Donc même ce droit de veto dont joue aujourd'hui la France au niveau des Nations Unies, en partie la France le doit à ces pays-là, qui l'ont aidé à se libérer. Donc je n'ai aucun complexe quand on veut nous dire que oui, ils sont venus nous aider sous forme de l'opération Serval. Mais qui nous a amenés à l'opération Serval? Pourquoi l'opération Serval a lieu? Ces djihadistes qui nous ont attaqués, qui ont divisé notre pays là. Mais n'oublions jamais qu'ils sont à la base. La Libye, qui a détruit la Libye? Qui a permis à ces gens-là de quitter la Libye et de venir s'installer dans le désert? Quel est le deal qui a existé entre la France et les rebelles Touaregs qui continuent à réclamer l'indépendance de l'Azawad? On en connaît aujourd'hui, donc on n'a pas de complexe par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je salue en tout cas les autorités de cette transition qui ont compris nettement qu'il faille aller dans le sens de cette rupture-là. Donc la France est partie, l'aménagement suit, c'est une bonne chose. Ça permet à notre armée, parce que dans un pays, il ne peut pas exister 2, 3 armées, ce n'est pas possible. Il y a trop de flou, trop d'amalgame. Maintenant, on commence à voir clair. Notre armée est dotée suffisamment d'équipements. Notre armée est en train de faire la preuve de ce savoir-faire local. Ils sont en train de libérer, ils sont en train de se battre. Et je pense que ça, c'est pour le bien de notre pays. Et je crois que successivement, ça doit nous amener à nous libérer de toutes les formes de pression que nous avons. J'ai parlé du budget. Il faut que notre budget reflète nos propres ambitions nationales. Il faut que notre budget soit rédigé par nous, accepté par nous avec les ambitions qu'un budget peut soutenir. Il faudrait évidemment que nous sortons de ces programmes d'ajustement structurel. Il faut que nous-mêmes nous évaluions nos propres priorités nationales. Il faut qu'on sache où on va. Je pense que si nous combinons, nous continuons la réflexion telle qu'on l'a entamée, je pense que nous serons et nous deviendrons très rapidement un pays qui va se faire respecter. Ok. Et très rapidement, une avant-dernière question. Vous pouvez me dire un mot sur la création de l'Alliance des États du Sahel, qui vient de voir le jour il y a quelques jours seulement? Si vous avez une lecture correcte géographique de la zone qui brûle aujourd'hui en termes d'attaques terroristes, c'est évidemment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, le fait de créer aujourd'hui cette alliance, parce que les rebelles, chaque fois qu'ils commettent un coup dans un pays, ils se réfugient dans l'autre pays. Ce qui manque peut-être aujourd'hui à l'alliance, c'est peut-être, mais que l'alliance pourra gérer, c'est nos frontières avec l'Algérie et nos frontières avec la Mauritanie. Donc moi, je salue la création de cette alliance-là, qui va permettre à ces 3 pays-là donc de conjuguer leurs efforts, de mettre tout en commun, en tout cas non seulement pour se battre contre tous les terroristes, de quelque nature que ce soit, pour que la paix puisse revenir dans cette sous-région-là. En tout cas, l'alliance, de mon point de vue, s'inscrit dans cette logique-là et c'est une très bonne alliance. Maintenant, les attaques qui peuvent nous venir de toutes parts, si ces attaques s'avèrent être aussi vraies, maintenant que ces pays mis ensemble puissent aussi contrer ces attaques-là. Donc, cette alliance me rappelle une autre qui a existé par le passé, l'accord de non-agression entre nos États, l'ANAD, qui, je ne sais plus quel est son niveau d'existence, mais l'ANAD aussi regroupait un peu les pays du Luptako gourmand. Donc il y avait un accord de non-agression et d'assistance en termes de défense entre un certain nombre de pays, mais dont on ne parle plus, peut-être qui est mort. Et aujourd'hui, si il est remplacé par cette nouvelle alliance des États du Sahel, je ne peux que saluer. Pour le rappel, il y a eu le G5 Sahel qui n'a pas donné les résultats. Le G5 Sahel était une fabrication, même si les idées sont parties de nos pays, mais il est né mort. Il est né mort parce qu'il est né avec des ambitions. Et regarde, c'est ça le drame des pays africains. On crée des choses, mais dont on est incapable nous-mêmes d'apporter les financements nécessaires à leur fonctionnement. Et alors, et comme je l'ai dit, on crée le G5 Sahel, on veut que le G5 Sahel, l'argent
proviennent des États qui n'ont pas intérêt à nous voir nous libérer de tous ces problèmes-là. Ça les amuse de nous maintenir dans ça, parce que nos réserves, les réserves que nous avons dans notre pays, dans nos pays, c'est des réserves que la France considère comme la leur. Et donc, nous, on nous trouble avec de faux problèmes, pendant qu'on se bat les uns contre les autres, on se détruit inutilement, mais eux ne font que regarder, parce qu'on va s'affaiblir au moment où ils auront besoin de quoi que ce soit, ils reviendront tranquillement pour la même chose. Okay. Et il faudrait que nous, les Africains, nous le comprenions, que l'impérialisme, c'est aussi ça, son expression. Alors, les réserves que nous avons sur le sol, sous le sous-sol, apparaissent comme des réserves qui leur appartiennent. C'est pourquoi on parle de précaré, donc des zones d'influence de X ou de Y. Il faut en terminer. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes suffisamment évolués, nous avons été dans les écoles avec eux et nous avons tout compris. Et puisque nous avons tout compris, donnons-nous le moyen de rompre avec ce passé-là pour que vraiment nous puissions retrouver notre véritable souveraineté. Okay. Et je salue en tout cas cette expression de la souveraineté, le respect de cette souveraineté-là. Je salue en tout cas que nous puissions choisir nos partenaires. Donc le respect de nos choix, de nos partenaires, ça il faut le faire. Et je salue évidemment que toutes les décisions que nous devrons être amenés à prendre se fassent en tout cas dans l'intérêt de nos populations. En tout cas, comme c'est déjà un principe constitutionnel en République du Mali, il faudrait que ça en jure. Et toutes les actions actuelles sont posées et inscrites dans cette logique-là. Donc j'y adhère et je l'apprécie. Okay. Et quel est votre mot de la fin? Vous me donnez l'occasion peut-être de faire un appel à tous les Maliens que, à la faveur de la célébration de ce 22 septembre, moi j'appelle tous les Maliens à s'approprier fondamentalement de l'histoire du Mali, de bien connaître notre histoire, de savoir que nous sommes des descendants des braves peuples qui ont précédé, qui ont régné depuis Ghana, le Mali de Songhai, qui ont donné beaucoup de preuves de leur grandeur, qui ont donné beaucoup de preuves de leur humilité, de leur engagement, de leur humanisme. Donc si nous nous approprions de cette histoire-là, je pense que nous saurons toujours où nous devons aller, dans le cadre de notre honneur et de notre dignité. C'est extrêmement important. Donc je voudrais lancer cet appel-là à l'ensemble des citoyens du Mali pour que chacun puisse s'approprier de cette histoire-là. Je voudrais terminer en souhaitant un bon anniversaire à l'ensemble du peuple malien, à tous nos auditeurs, pour leur dire bon anniversaire, bon 63e anniversaire de la République du Mali. Merci beaucoup. Merci, Sila. Pratiquement tout ce que vous pouvez retenir, en tout cas sur cette émission spéciale 22 septembre. Le 22 septembre de cette année va être fêté dans la plus grande sobriété à cause des conditions sécuritaires difficiles. Les autorités de la transition ont décidé tout simplement de surseoir aux festivités. Donc nous avions comme invité Dr Abdraman Sila, universitaire, homme politique et tout simplement intellectuel. Donc merci de l'avoir suivi et bon anniversaire à tout le monde. Merci.